On va commencer tout de suite, donc sans transition avec les échanges avec Valérie Pécresse. Peut-être pour rappeler à ceux qui nous rejoindraient maintenant que le grand oral du handicap organisé par le collectif Handicap, c'est le fait de pouvoir échanger avec les candidats sur leur programme. On a invité l'ensemble des candidats, de l'extrême gauche à l'extrême droite. On s'est fixé une règle, c'est de pouvoir échanger, soit en studio, soit dans un autre format, soit en totalité, soit en partie, mais de pouvoir échanger avec les candidats eux-mêmes, car ça nous semblait important d'avoir ce temps d'échange. Alors concernant Valérie Pécresse, son agenda, et notamment lié à la crise ukrainienne et à la campagne électorale, ne lui permet pas, contrairement à ce qu'on avait prévu initialement, d'être présent dans le studio, mais elle a tenu et nous sommes allés hier l'interviewer dans son quartier général pour lui poser un certain nombre de questions et nous poursuivrons après les échanges avec Philippe Mouillet, sénateur des Deux-Sèvres et porte-parole sur la question du handicap de Valérie Pécresse. Mais avant, on va écouter évidemment cette interview. On lui a posé plusieurs questions qui n'apparaissent pas pour des raisons techniques dans la vidéo, mais on lui a posé plusieurs questions. La première sur l'individualisation du calcul de l'AH, puisque c'est vrai que c'est une candidate qui s'est positionnée assez vite sur le sujet. On l'a ensuite interrogée sur une de ces mesures qu'elle présente souvent dans les médias comme un des axes forts de son programme sur le choc de simplification des normes, puisque pour nous, collectif, association de personnes handicapées, souvent qui dit choc de simplification dit retour en arrière, notamment sur les questions d'accessibilité, dans lesquelles les normes sont évidemment nombreuses et parfois critiquées, mais donc on craint sur ce choc de simplification, d'où la question que nous lui avons posée. Une autre question sur les lois de décentralisation, puisqu'elle annonce vouloir faire les plus grandes lois de décentralisation depuis celle de 1982. Là encore, c'est pour nous un sujet d'inquiétude ou d'interrogation, puisque la politique du handicap est très décentralisée et que nous le vivons au quotidien. La décentralisation et les politiques menées par les départements n'amènent pas forcément toujours à une homogénéité des décisions, à une égalité de traitement. Donc qui dit loi de décentralisation dit aussi de s'interroger sur l'impact pour les personnes handicapées. Et enfin, nous lui avons proposé de terminer par une présentation de ces autres propositions. Mais la première question que je lui ai posée hier au QG, et que je poserai à l'ensemble des candidats, c'est de nous résumer ou de nous présenter, en tous les cas, son ambition en matière de politique du handicap pour les 5 prochaines années. Je vous propose d'écouter cet entretien que j'ai eu hier avec elle, et nous reviendrons après en studio. Depuis la grande loi de 2005 voulue par Jacques Chirac, il n'y a pas eu de vraie grande ambition portée sur le secteur du handicap. Et aujourd'hui, ce secteur du handicap, il est en grande souffrance. On le voit, on va avoir besoin de refaire avec les associations une grande loi sur le handicap, une loi qui promeuve l'accessibilité universelle et puis qui relève ce défi des compétences dont nous avons tant besoin pour avoir des personnels formés, pour s'occuper de nos compatriotes en situation de handicap. Oui, je veux que l'allocation adulte handicapé soit une allocation individuelle, parce que pour moi, c'est une question de dignité de la personne. Ce n'est pas une allocation sociale comme les autres, c'est une prestation de compensation d'un accident de la vie. Et donc, ce que je souhaite, c'est que dès l'été, en urgence, eh bien, nous puissions voter ce que l'on appelle la déconjugalisation ou l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Il ne faut pas que la vie de couple d'un adulte handicapé influe sur son droit à compensation de son handicap. Je crois que les personnes en situation de handicap ont vraiment un intérêt majeur à cette simplification, parce que eux-mêmes vivent un parcours du combattant.
parcours du combattant au sein des MDPH, au sein de l'administration, à chaque fois qu'elles doivent faire reconnaître leurs droits, valider leurs droits. Et donc je crois que ce choc de simplification, il sera très précieux aussi pour toutes les personnes en situation de handicap, pour leur permettre de voir reconnaître leur statut et n'avoir pas en permanence 12 000 formalités administratives à remplir. Les normes simples, c'est simplifier les procédures, c'est raccourcir les délais pour obtenir des autorisations, c'est permettre de faire des grands projets plus rapidement. Ça n'a rien à voir avec la remise en cause de l'accessibilité universelle que je veux graver dans le marbre. Alors aujourd'hui, on est au milieu du gué en matière de décentralisation, c'est-à-dire qu'on a donné une partie des compétences au département, mais seulement une partie. Et donc ils ne peuvent pas tout prendre en charge. Le fait de simplifier et de donner tout le médico-social et donc le handicap au département les rendra pleinement responsables de l'efficacité d'une politique. Et c'est ça qu'il faut aux Français. Il leur faut des élus, un échelon pleinement responsable de l'efficacité d'une politique. Parce que s'il y a plusieurs acteurs, chacun se renvoie la balle et finalement personne n'est responsable si ça ne marche pas. Donc moi ce que je veux, c'est que les départements deviennent pleinement responsables et qu'ils deviennent aussi responsables en matière sanitaire et de santé, ce qui leur permettra vraiment de couvrir le champ du handicap complètement. Alors évidemment, il y aura la question de l'harmonisation nationale de ces politiques, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait un département dans lequel on fasse beaucoup plus et un département dans lequel on fasse beaucoup moins. Il y aura bien sûr besoin aussi d'harmoniser les politiques, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait un département dans lequel on fasse beaucoup plus et un département dans lequel on fasse beaucoup moins. Et ça, c'est le rôle de la CNSA qui devra harmoniser au niveau national les prises en charge pour assurer et garantir un service qui soit équitable dans tout le territoire. Alors, j'ai plusieurs mesures. D'abord, sur l'inclusion scolaire, je veux donner un vrai statut aux accompagnants scolaires AESH, de façon à ce qu'ils aient des perspectives de carrière et à ce qu'on les inscrive dans un temps long et à ce qu'on les forme. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la limitation à l'inclusion scolaire, c'est cette absence d'AESH et d'AESH formés dans la durée, fidélisés. Et puis, je pense à tous ces parents dont les enfants adultes handicapés vont leur survivre. Et je pense notamment aux parents qui n'ont pas de biens à transmettre à ces enfants. Et je veux que pour ces enfants, eh bien, ils puissent toucher au décès du dernier parent survivant la pension de reversion de ce dernier parent, en plus de leur allocation adulte handicapé. Ça permettra de rasséréner les parents et de leur permettre d'envisager la suite, la vie de leur enfant de manière beaucoup plus tranquille, de manière beaucoup plus sereine. Enfin, sur les aidants, il y a aujourd'hui un statut des aidants, mais qui est aujourd'hui à compléter, à renforcer, parce que les aidants familiaux, moi ce que je veux, c'est en faire le pilier de la solidarité nationale, et je veux les aider dans leur droit à congé lorsqu'ils en ont besoin, et je veux les aider à avoir là aussi un vrai statut reconnu. Donc je le rappelle, cet entretien a été réalisé hier au QG, au quartier général de Valérie Pécresse, qui nous a dégagé un peu de temps pour échanger directement avec nous, mais il nous a semblé nécessaire d'aller plus loin aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Mouillet, sénateur des Deux-Sèvres et porte-parole sur la partie handicap de Valérie Pécresse. Vous êtes évidemment un sénateur particulièrement impliqué sur ces questions-là, et notamment sur la question de l'individualisation de l'AAH. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais le discours de Valérie Pécresse était sur le sujet clair, et elle l'a dit et redit à plusieurs reprises. Nous, on souhaitait pointer avec vous ou aller plus loin sur un certain nombre de sujets, et on va écouter une question qui vous est posée, puisqu'on a demandé à un certain nombre de personnes handicapées ou de parents de nous poser directement les questions. On va en écouter une sur les maisons départementales des personnes handicapées. Bonjour, j'avais une question concernant les maisons départementales des personnes handicapées. En effet, on remarque que d'un département à l'autre, alors que les besoins de compensation sont extrêmement proches, on n'obtiendra pas les mêmes réponses en matière de financement, d'accompagnement humain, d'allocation, etc. Donc je voulais savoir ce que vous comptiez mettre en place pour lutter contre ces disparités territoriales. Merci.
Alors, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Enfin, et au-delà de la diversité, c'est effectivement, enfin, qui est un vrai sujet naturellement et que vivent les personnes directement. C'est finalement sur le fonctionnement des MDPH. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Très bien. Alors d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Bravo pour cette initiative qui permet en tout cas de réagir directement sur ce sujet de politique publique qui est le handicap, sujet important. Alors très concrètement sur cette première question, finalement il y a deux sujets. Il y a le débat de l'harmonisation entre les territoires. D'ailleurs, ça a été évoqué à un moment donné par Valérie Pécresse dans sa vidéo. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse travailler sur ce qu'on appelle une notion de prestation socle, qu'on retrouve dans tous les départements de France, de façon à éviter justement cette disparité, et parfois même des familles qui sont amenées à déménager pour être mieux soutenues, mieux accompagnées. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche socle, je pense notamment pour la prestation de compensation du handicap, où on trouve souvent beaucoup de disparités, et qui permet ensuite de laisser la liberté au département, éventuellement de faire mieux, mais à un niveau national qui est encadré, de façon à ce qu'on puisse avoir, je dirais, cette harmonisation, avec comme rôle, donner à la CNSA, à la fois de venir soutenir les départements qui ne peuvent pas forcément pour des raisons financières, mais également parfois de pouvoir pointer du doigt des départements qui ne respectent pas cet enjeu-là. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment pour nous un point essentiel, et c'est quand on parle aux parents, aux familles, on voit bien que tout le monde fait ces remarques-là, qu'il y a un véritable effort de mobilisation. Et il faut profiter justement de la décentralisation. La contrepartie de la décentralisation, c'est qu'il y ait une véritable prise en charge qui soit cohérente, et donc le regard national est essentiel. Alors sur le MDPH, là c'est un vrai sujet, on pourrait faire une émission que sur le MDPH. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de revoir le fonctionnement des MDPH. Tout à l'heure, on a évoqué un choc de simplification avec Valérie Pécresse. Bon, au-delà des problèmes de normes, d'accessibilité, enfin, s'il y a bien un domaine où on doit faire un choc de simplification, c'est bien dans le fonctionnement des MDPH, qui aujourd'hui sont submergés par les dossiers, qui fait que le traitement humain est extrêmement compliqué. On voit bien, dans certains départements, il y a des délais qui sont anormalement longs. Donc il faut vraiment aujourd'hui revoir le fonctionnement des MDPH, enlever une partie de la complicité administrative, trouver des mesures de simplification. Alors là, on a écrit, et d'ailleurs les directeurs de la MDPH l'expriment très bien, ont une vision très précise. On a écrit un certain nombre de mesures à mettre en place de façon à reconcentrer, recentraliser l'action de la MDPH dans l'accompagnement, dans la notion de relation humaine avec les parents et les personnes concernées par le handicap. La question de la relation humaine, enfin tout ce que vous avez dit avant, mais la question de la relation humaine est effectivement importante parce qu'on sait que ce qui remonte beaucoup des personnes, c'est finalement que les MDPH sont souvent moins facilitateurs et plus une instance administrative qui va plutôt mettre des bâtons dans les roues souvent aux personnes plutôt que ce qui était prévu initialement, un véritable accompagnement. Et c'est le sens d'ailleurs de la réforme qu'on veut porter. C'est-à-dire que, parce qu'on peut parler de toutes les politiques, la porte d'entrée pour tout le monde, c'est la MDPH. Donc c'est déjà le premier élément essentiel dans lequel on doit apporter une réforme pour changer, revenir à l'esprit qui avait été animé à l'époque pour la création des MDPH. Donc on a compris, pour vous, décentralisation ne veut pas dire inégalité de traitement, non, mais évidemment, au contraire, qui dit décentralisation renforcée, dit renforcement aussi des moyens pour homogénéiser et améliorer le fonctionnement des MDPH. Tout à fait, et dit aussi proximité, parce que on a deux exemples sur cette décentralisation. La prestation de compensation du handicap, c'est vraiment l'exemple type pour lequel on doit avoir un regard national pour retrouver de l'équité territoriale. Concernant ensuite la programmation, les appels à projets, les besoins des territoires, la relation, le fonctionnement des MDPH, c'est la proximité qui fait qu'à un moment donné, on a une vraie capacité d'analyser les besoins. C'est une grande difficulté dans le monde du handicap. On a une vision nationale sans réellement avoir une connaissance précise des besoins des territoires. Les départements qui gèrent finalement toute l'action sociale, parce qu'il n'y a pas que le volet handicap. Généralement, qui dit handicap, dit aussi accompagnement social autre, eh bien, a cette capacité. C'est pour ça qu'il faut à un moment donné avoir une ligne de conduite nationale, des moyens qui sont donnés, mais en même temps, une gestion de la proximité par la décentralisation. Un des sujets des MDPH, évidemment, leur fonctionnement, mais aussi peut-être la concrétisation des avis qui peuvent être donnés ou des décisions qui peuvent être données. Il y aurait beaucoup de sujets à dire là-dessus. Peut-être on va écouter une question sur les AESH, des assistants d'éducation des enfants handicapés, qui posent beaucoup de questions. Écoutons la question. Alors, il y a un enjeu majeur qui est l'accès à l'école, ce qui est inclusion à l'école pour les élèves en situation de handicap.
Or, on remarque que la plupart des accompagnants, les AESH, sont souvent sur des contrats précaires, avec beaucoup de turnover et un niveau de formation qui est bien trop, enfin, en tout cas pas suffisant. Vous engagez-vous à donc pérenniser le statut des accompagnants d'élèves handicapés, mieux les former et puis garantir donc une pérennisation de manière à ce que quand ça fonctionne bien entre un binôme, entre un élève et son accompagnant, bah, que ça puisse rester, enfin, ce même binôme puisse perdurer plusieurs années de suite. Alors, sur la question de l'accompagnement, à l'école, le gouvernement nous dit qu'il n'a jamais, il a jamais autant fait depuis les 5 dernières années. Ce qui est vrai, il y a eu des actions menées, mais on sait, le monde, que la situation est encore très, très insuffisante. Vous, comment vous pourriez améliorer cette situation? Alors, je crois que l'intervention résume bien la question de l'engagement politique, résume bien aujourd'hui les difficultés que vivent les familles au quotidien. Certes, le gouvernement a amélioré en nombre les choses. Mais d'abord, c'est pas suffisant. On regarde un objectif qui s'est donné de permettre, en tout cas d'offrir une possibilité d'inclusion scolaire à tous les enfants en situation de handicap. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un débat qualitatif. Il y a un débat qualitatif. Voilà, donc Valérie Pécresse l'a évoqué au moment de la vidéo. Pour nous, c'est une des priorités, en tout cas dans la politique du handicap, mais pour lequel on a travaillé beaucoup avec le monde de l'éducation nationale. C'est comment est-ce que finalement on donne un véritable statut à ces accompagnants. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est la pérennité, d'avoir des contrats de travail, je dirais, avec une durée indéterminée. C'est la capacité réellement d'avoir un volume d'heures et un niveau de rémunération qui soit correct et attractif pour ces métiers. C'est le débat de la formation et surtout la perspective de carrière, avec le débat aussi de la coordination. Hein, dans une journée, votre enfant, des fois, commence par du périscolaire. Ça, c'est pas l'éducation nationale, ce sont les collectivités. Puis il y a l'école. Puis ensuite, vous avez le déjeuner. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision globale et renvoyer la complexité non pas aux familles, mais renvoyer la complexité à ceux qui organisent justement le fonctionnement et la gestion du temps des accompagnants. Donc l'idée, c'est à la fois d'avoir ce regard lié à ce métier, cette profession, une vraie reconnaissance, parce qu'à un moment donné, on voit bien que dans beaucoup de communes, moi je suis élu d'une zone rurale, bah, c'est souvent la personne qui a bien voulu prendre ce poste-là. Et aujourd'hui, on a besoin de professionnaliser, d'améliorer et surtout rendre le métier attractif. Et la remarque concernant la durée dans le temps est essentielle. On a parfois des accompagnants qui découvrent la nature du handicap du jeune que vous accompagnez 48 heures avant le démarrage de l'année scolaire. C'est pas possible. Il faut une relation de confiance, une relation dans la durée. La performance, elle est parce qu'à un moment donné, vous avez un triptyque entre le monde éducatif, l'AESH et les familles, hein, qui fait que l'enfant est au centre de tout ça, et c'est pour ça que ça fonctionne. Avec un autre point également essentiel, c'est qu'il faut améliorer le dialogue entre le médico-social et l'éducation nationale. Ça, c'est un point essentiel parce que le suivi, on l'a vu, hein, le suivi n'est pas cloisonné. C'est la vie entière de l'élève et on peut aller dans beaucoup de détails. C'est le débat aussi de la gestion des transports. Rien que la gestion des transports, c'est une galère pour les familles par rapport à ça. Donc il faut vraiment avoir cette vision globale. Et donc, en tous les cas, l'inclusion scolaire, la réussite, passera par cet effort collectif qui est nécessaire parce que sinon, nous aurons des résultats quantitatifs, mais la qualité ne sera pas au rendez-vous et avec beaucoup de déception. Alors, ce qui dit effort supplémentaire, vous l'avez dit, c'est une politique globale, dit des moyens supplémentaires, financiers aussi. Et je vous propose d'écouter une question qui nous est posée sur les moyens de la politique du handicap et notamment sur la 5e branche autonomie. La prestation de compensation du handicap fut créée lors de la loi de 2005. Cependant, elle n'est pas accessible aux personnes qui rencontrent une situation de handicap à partir de 60 ans. Comptez-vous appliquer la loi de 2005 qui prévoyait la suppression de la barrière d'âge et comment financerez-vous l'extension de son accès aux personnes âgées de plus de 60 ans?
Alors cette question, elle pose plusieurs questions, comme toutes les questions, mais c'est pour ça qu'on l'a choisie aussi. Pour nous, elle pose la question évidemment de la branche autonomie, donc on l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est la création d'une nouvelle branche dédiée au financement de l'autonomie, quel que soit l'âge, l'état de santé et le handicap des personnes. Donc nous, on a, au sein du collectif handicap, on l'a redit aussi tout à l'heure, on avait fait une étude pour essayer de chiffrer un peu en termes de besoins ce que ça voulait représenter. On arrive à un chiffre de 10 à 12 milliards d'euros, qui est un peu l'équivalent de ce qui est nécessaire pour la politique de l'autonomie des personnes âgées. Et derrière ces 10 à 12 milliards, ce que l'on met, nous, c'est évidemment ce qui est posé là comme question notamment, c'est-à-dire l'élargissement de la prestation de compensation à tous les types de handicap, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la revalorisation sans doute de la prestation de compensation, peut-être le fait de la repenser aussi, mais c'est aussi évidemment bien d'autres choses sur la politique des aidants, etc. Mais sur la question de la 5e branche et de la compensation, quel est le programme ou quelles sont vos propositions? Alors d'abord, je suis très heureux d'abord de rappeler que c'est la grande loi de 2005 quand même qui a mis les bases de toutes ces grandes politiques, et on est très fiers que notre famille politique qui a été à l'origine de cette démarche-là. Mais aujourd'hui, que ça a été très bien dit, il faut aller au bout de l'écriture, la traduction de ce qui finalement était l'esprit de la loi de 2005. D'abord, la 5e branche, pour nous, a été créée avec une méthode particulière. On a créé la 5e branche et maintenant on se pose la question de qu'est-ce qu'on met dedans et comment on fait évoluer les choses et comment on le finance. Voilà, donc l'idée pour nous, c'est de reprendre les choses avec de la méthode et de faire en sorte qu'on puisse réellement avoir une concrétisation. Ça passe par plusieurs choses. D'abord, un principe général, c'est qu'on souhaite raisonner en matière de parcours de vie. Et donc ça pose la question de la barrière d'âge. Parcours de vie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dès la naissance avec le diagnostic? On a parlé tout à l'heure de l'inclusion scolaire, mais c'est également la vie des établissements, c'est ensuite le travail, l'emploi, le vieillissement. Et donc l'idée, c'est plutôt d'adapter les politiques publiques aux besoins des personnes en situation de handicap et pas inversement, avoir des outils pour lesquels on considère qu'il faut que les situations, les cas rentrent dans les boîtes. Et l'histoire de la barrière d'âge, c'est un bon exemple. Il y a celle concernant la PCH, il y a celle aussi de la barrière de 18 ans. Tout le monde dit, mais 18 ans, pourquoi on a une fracture? Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est l'État qui paye jusqu'à 18 ans, et ensuite ce sont les départements. Donc il faut avoir cette capacité de pouvoir fonctionner en parcours de vie. Donc la 5e branche, elle doit donner de la lisibilité. 2, il faut réellement, vous avez fait l'étude concernant les besoins financiers, mais une fois pour toutes, arrêtons-nous pour analyser les besoins en matière de handicap sur le territoire national. On a tous les outils. On a des relais entre les départements, les ARS, le tout c'est une volonté politique pour dire déjà quelle est la situation et quelles sont les évolutions des besoins. Si vous voulez faire à un moment donné de la prospective en matière de politique publique et de moyens financiers, il faut avoir une connaissance précise des besoins, ce qui n'est pas le cas. Et donc, voilà, vous avez lancé cette initiative avec le collectif, mais cette initiative existe, c'est bien parce qu'il y a un manque justement aujourd'hui de vision globale. Ensuite, on a évoqué le principe de l'équité territoriale dans la décentralisation. La 5e branche, ça doit aussi donner des enseignements qui doivent être appliqués sur l'ensemble des territoires. C'est aussi un outil. Et puis ensuite, c'est le débat de l'amélioration des droits. On a évoqué la PCH. Donc la PCH, concrètement, notre engagement, c'est le fait de l'étendre à des types de handicaps qui aujourd'hui ne sont pas pris en charge, notamment je pense au handicap psychique. C'est le débat de la revalorisation. Voilà, ça fait partie en tout cas des grands enjeux. Alors pour faire tout ça, comment est-ce qu'on fait? D'abord, la 5e branche rentre globalement dans le débat de la prestation sociale. Et donc c'est une relecture complète de la prestation sociale. Quelques exemples. Aujourd'hui, la prévention, et qui fait partie aussi des politiques en matière de handicap, est saupoudrée dans beaucoup de politiques publiques. Il y a une volonté de pouvoir recentrer la prévention. Il y a le débat, par exemple, de la prime d'invalidité qui du régime, la partie santé de la sécurité sociale, alors qu'à un moment donné, la relation entre prime d'invalidité et la relation avec 5e branche semble évidente. Donc on a besoin de réécrire à un moment donné, de mettre quelque part dans les bonnes colonnes ce qui est en lien direct, et donc à partir de là, de trouver l'efficience financière, puisque certains sujets sont excédentaires, pendant d'autres sont déficitaires. 2, c'est clairement une mobilisation de la solidarité nationale. On ne fera pas aujourd'hui évoluer tout ça sur des moyens financiers supplémentaires. Alors, vous les avez estimés entre 9 et 10 milliards, je crois, dans l'étude.
on a besoin de regarder, mais clairement, on voit bien qu'il faut un certain nombre, je dirais, de moyens financiers supplémentaires. Pour l'instant, nous, on regarde à peu près sur une évolution de 1 milliard par an, donc oui, c'est 1 milliard sur le quinquennat, mais on devra le repréciser, parce qu'à un moment donné, il y a aussi cette connaissance des besoins. Et puis ensuite, il y a des pistes nouvelles aussi à mobiliser. On regarde de très près le fonctionnement des complémentaires santé. Alors là, c'est plus peut-être autour des accidents de la vie, des handicaps liés aux accidents de la vie, qui est un peu différent de je dirais, l'handicap de naissance. Mais là aussi, on a une piste concrète de mobilisation. Et tout ça, en dehors des moyens financiers concernant l'allocation adulte handicapé, rappelons qu'ils sont du ressort du budget de l'État, au titre de la solidarité, je dirais, en matière de minima social. Et donc, on est dans cette démarche-là, parce que simplement la déconjugalisation, rappelons-le, c'est 720 millions d'euros par an supplémentaires. Voilà, donc on a vraiment, sur ces sujets-là, de ces deux approches qu'on doit traiter. Voilà, donc, une vision globale, une analyse des besoins, une adaptation des politiques publiques au parcours de vie de la personne et pas l'inverse, d'accord, de la simplification, de l'équité territoriale, et à partir de là, une capacité de dialogue permanent par un outil qui pour nous fonctionne bien de pilotage, qui est la CNSA, qui est pour nous l'élément essentiel du pilotage de la 5e branche, pour avoir une analyse permanente des besoins, parce que même ce qu'on va analyser aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, évoluera, notamment avec le vieillissement de la population qui concerne tout le monde. Et ce qui veut dire, mais vous l'avez cité évidemment, une programmation aussi. Enfin, Programmation. Si on ne fait pas de programmation pluriannuelle, on fait de la navigation à vue. Enfin, et comment les partenaires? Parce que moi je crois beaucoup aussi, je ne l'ai pas évoqué, à la co-construction. Le monde du handicap regroupe un certain nombre d'associations, des petites, des plus importantes, des associations de parents, des associations gestionnaires. Et c'est à la fois, je dirais, un relais et c'est une chance. Et moi, je crois beaucoup à la co-construction. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours la science infuse, on a besoin d'échanger en permanence. Et puis, on a besoin d'avoir ce relais de terrain. C'est une chance d'avoir des personnes qui vivent au quotidien la problématique, qui peuvent à un moment donné vous faire apporter un retour en vous disant ça c'est bien, ça c'est moins bien. Donc, il faut co-construire en permanence et il faut donner de la visibilité. Comment un gestionnaire d'établissement ou, je dirais, des grands gestionnaires peuvent piloter, gérer leurs propres outils d'investissement si eux-mêmes n'ont pas une vision sur l'évolution en matière d'aide et d'accompagnement. Donc ça, c'est l'intérêt de pouvoir à l'avoir fait de la programmation, c'est l'intérêt de redonner le pilotage au département, parce que ça veut dire qu'il y a un échange permanent. Dans votre département, eh bien, les familles connaissent les élus locaux, les associations connaissent leurs plans de département. Et donc, il faut avoir cette capacité de proximité, et donc ça vous donne là la capacité réelle de piloter, de voir éventuellement ce qu'il faut faire évoluer, et puis en même temps, de pointer les manques avec des débats qui devront avoir lieu, parce que malgré tout, on ne règle pas tout comme ça en quelques mois. Il faut donner du temps, mais en même temps, on a la responsabilité de la transparence. Passons maintenant à notre dernier sujet qui nous semblait essentiel d'aborder, c'est le sujet de l'emploi. Et pour l'aborder, je vous propose d'écouter une question qui nous a été envoyée. Bonjour. Aujourd'hui, un aveugle sur 2 est sans emploi. Il existe une obligation de recruter des personnes en situation de handicap, mais pour celles et ceux qui travaillent, l'évolution de carrière est beaucoup plus difficile que pour les autres travailleurs. Si vous êtes élu, que proposez-vous pour soutenir l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap? Êtes-vous favorable à la création d'un observatoire pour mesurer ces évolutions de carrière? Et que pensez-vous faire pour favoriser la mobilité professionnelle? Cette question donc, nous est posée, vous l'avez vu, par une personne aveugle, mais le sujet dépasse ou concerne tous les types de handicap. Mais elle pose la question évidemment de l'accès à l'emploi, du maintien dans l'emploi, mais aussi de l'évolution de carrière qu'on oublie souvent de préciser. Vos propositions, vos constats sur le sujet de l'accès à l'emploi? Alors, d'abord peut-être très concrètement pour répondre à la question concernant l'évolution de carrière, l'idée quand même c'est qu'on ait une application du droit commun. Et en matière de droit commun, il y a aussi des outils qui permettent de voir dans l'entreprise, au même poste, les évolutions. Voilà, le tout c'est que ça s'applique à tout le monde, y compris aux travailleurs en situation de handicap. L'observatoire, on peut le mettre en place. Il y a beaucoup d'observatoires en matière d'emploi, d'observatoires sur le taux d'employabilité, sur les évolutions. On peut l'intégrer comme étant un critère supplémentaire, mais dans tous les cas, moi je souhaite surtout que le droit commun
puisse s'appliquer en matière d'employabilité et en matière d'évolution de carrière. Alors après, le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap est un sujet important. Alors là, il y a aussi des vraies évolutions. Au passage, moi je suis extrêmement défavorable de la fusion entre Cap Emploi notamment, enfin c'est pas toujours Cap Emploi, mais entre les structures qui étaient dédiées spécialement à l'emploi des personnes handicapées et Pôle Emploi. Les partenariats, oui, c'est nécessaire. La fusion m'inquiète beaucoup parce qu'on voit bien que parfois le pilotage reste parfois avec quelques soucis d'organisation. Et de nouveau, dans nos propositions, nous souhaitons que la politique de l'emploi soit régionalisée. Voilà, ça concerne Pôle emploi, mais ça concerne aussi l'emploi des travailleurs handicapés, parce que moi j'habite dans une région où le taux de chômage est autour de 4,5-5%. Et dans ma région, il y a des milliers d'emplois à pourvoir, dans lesquels aujourd'hui il y a un travail, une opportunité énorme pour les travailleurs en situation de handicap. Inversement, vous avez des régions beaucoup plus compliquées, nord de la France, où là on est sur des taux de chômage beaucoup plus élevés, et on sait que les personnes handicapées sont plus concernées, plus touchées par le chômage. Donc on voit bien que la régionalisation est importante. C'est d'abord aussi de l'accompagnement et de la formation. On n'a pas les mêmes niveaux de formation, les mêmes natures de formation en fonction des régions, parce que les types d'emploi ne sont pas les mêmes. L'accompagnement est pour moi le point essentiel, la clé de voûte. Des efforts ont été faits, clairement, mais comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin dans l'accompagnement? Et surtout, comment est-ce que l'on fait pour créer un vrai dialogue entre le monde de l'entreprise et le monde du médico-social? On parle tout à l'heure des 6% nécessaires. La loi a l'avantage de fixer des règles. Mais on le présente souvent comme étant la contrainte. Voilà, vous avez l'obligation, la contrainte d'employer 6% de personnes en situation de handicap ou dans le maintien dans l'emploi. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut changer l'état d'esprit en disant à un moment donné, eh bien voilà, vous participez en tant qu'entreprise à gérer à cette notion de vie de société, hein, et les débats sur les entreprises avec un objectif social, comment cette différence devient aussi une opportunité pour l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup aussi l'idée de mettre en valeur toutes les belles initiatives. Dans mon département, j'ai une entreprise qui a mis en place, je dirais, des binômes, hein, des postes de travail entre une personne handicapée et une qui ne l'était pas, et qui aujourd'hui va vous expliquer qu'ils ont eu des gains de productivité dans l'entreprise. Il y a plein d'exemples pour lesquels on se rend compte qu'on a des vraies réussites. Donc je crois qu'on a une opportunité aujourd'hui avec l'évolution du marché de l'emploi. On voit des entreprises qui ont des besoins particuliers. On a aujourd'hui une évolution de l'accompagnement. Je pense qu'il manque le dialogue entre le monde de l'entreprise et le monde du médico-social. Une fois que les accords sont pris, ça va, ça fonctionne. On sait adapter les postes, on sait accompagner les gens. Mais il y a quand même dans la notion de prise de décision pour lequel il y a un effort particulier à mettre en place. Et puis c'est un travail de terrain, de dentelle. Hein. L'emploi des personnes handicapées, c'est un principe national. Mais dans l'application, c'est un travail de terrain, de proximité. Je ne sais pas d'où est la personne qui a posé la question, mais les enjeux doivent être travaillés je reste sur le terrain, en proximité, d'où de nouveau cette notion de pouvoir régionaliser les politiques de l'emploi. Voilà. Alors, merci de ces précisions. Alors l'exercice est un peu frustrant parce qu'on aimerait reposer des questions et continuer sur ces thématiques ou sur d'autres, mais bon, on s'est fixé aussi comme règle de respecter un peu de respecter une même durée de temps de parole pour l'ensemble des candidats ou de leurs représentants. Peut-être quand même vous laisser un mot de conclusion ou sur, alors soit sur une mesure qu'on n'a pas évoquée, que vous aimeriez mettre en avant dans le programme ou de manière générale sur le sujet. Alors, peut-être d'abord, d'une manière générale, dire que dans la construction du programme de Valérie Pécresse, je dirais le handicap, l'autonomie, mais plus particulièrement le handicap, a une place toute particulière. Pourquoi? Parce que, à la fois, on a bien conscience du nombre de personnes aujourd'hui qui sont concernées par le volet du handicap. Hein. On a le chiffre de 12 millions, mais enfin globalement, on voit bien aujourd'hui que le nombre de compatriotes concernés est important, avec les familles. Donc le handicap est quelque chose finalement qu'on rencontre partout. Tout le monde est concerné de façon directe ou indirecte. Ça, c'est le premier point. Deux, nous sommes quand même, on a quand même été élevés à la loi de 2005 de Jacques Chirac. Donc à un moment donné, lorsqu'on parle beaucoup de politique publique en matière de handicap, souvent on nous dit mais commencez déjà par appliquer la loi de 2005. Hein, et aujourd'hui, voilà. Donc ça, c'est un élément qui est pendant dans toute nos réflexions en matière notamment de protection sociale et d'accompagnement et de prise en charge. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque Valérie Pécresse m'a demandé d'être un peu le porte-parole de ce sujet-là, c'est parce qu'elle a considéré que c'était un objet essentiel dans la construction de la campagne et des politiques qui devaient être en tout cas pris en charge et avec des choix
prioritaire en matière budgétaire, parce qu'à la fin de la fin, il y a quand même des questions budgétaires qui sont mises sur la table. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il y a cette notion qui, pour nous, est importante, c'est le positionnement, finalement, de la différence de notre société. Nous considérons que la différence est une chance pour notre société. Nous considérons que la différence, que ce soit dans le temps scolaire, dans l'accompagnement tout au long de la vie, est une chance. Ça concerne plein de personnes, on a parlé beaucoup aussi du vieillissement, et donc il faut le tirer plutôt comme étant une plus-value. En échange de quoi? Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui le valoriser, et on sait aujourd'hui, je dirais, le mettre au centre de nos politiques publiques. Pour moi, beaucoup de mesures ont été évoquées. Moi, je suis, j'avoue, très partisan. C'était la proposition qui a été présentée par Valérie Pécresse sur la pension de réversion. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, c'est le dernier message que je voulais porter, c'est que même si on a aujourd'hui une 5e branche, même si aujourd'hui on a une vraie volonté de remettre en place une vraie loi sur le handicap, qui vienne compléter, qui vienne corriger un certain nombre d'éléments, le handicap ou la différence doivent être intégrés dans l'ensemble des politiques publiques. C'est bien d'avoir un secrétaire d'État au handicap. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que dans chaque ministère, à un moment donné, on ait la capacité de peser pour que la notion du handicap soit intégrée dans l'ensemble des politiques publiques. L'exemple type, c'est le logement. Voilà. Comment avoir une politique nationale sur le handicap en disant c'est une priorité, pour en même temps que le gouvernement fait la loi Elan et diminue le nombre de logements accessibles. Il y a un problème de cohérence. Donc en matière de logement, en matière de mobilité, de transport, en matière d'emploi, on l'a évoqué, l'éducation nationale, la culture, on voit bien que cette gestion de la différence doit être intégrée dans l'ensemble des politiques publiques. C'est un état d'esprit. Et quand nous aurons réellement eu cette volonté d'afficher cet état d'esprit, eh bien on verra finalement que peut-être même qu'il y aura plus nécessairement besoin d'un secrétariat au handicap parce que ça fera partie des politiques généralisées. Voilà, c'est en tout cas le vœu que je porte et l'état d'esprit dans lequel nous avons construit notre projet politique. Merci beaucoup Philippe Mouillet d'être venu jusqu'ici dans le plateau et d'avoir aussi contribué à l'organisation du rendez-vous hier avec Valérie Pécresse. Je vous propose à tous et à toutes d'aller voir sur votre site. J'imagine qu'il y a tout le programme et d'aller plus loin que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Ce que je vous propose maintenant,